présidentielle de 1974, mais qui pour nous a vécu un moment très particulier avec la naissance d'un nouveau mouvement il y a maintenant 2 mois, ce serait vraiment perdre une part de l'espace de débat politique et de débat démocratique avec les citoyens. Donc voilà, l'espace est étroit, à l'évidence n'est pas total, mais pour moi, je pense qu'il est indispensable qu'on entende la voix de l'écologie politique lors de cette élection avec tous ses défauts et en espérant justement que si la voix de l'écologie porte davantage, on pourra essayer de changer les logiques institutionnelles et en particulier de faire en sorte qu'il y ait une grosse part de proportionnel aux élections législatives comme dans tous les pays d'Europe, sauf la France et l'Angleterre, même pas l'Écosse ou le Pays de Galles, pour qu'on puisse essayer de faire vivre différemment et sortir de cette logique bipolaire un peu vieillissante. Parce que c'est la 5e République qui a été formée de cette manière-là, donc vous seriez pour une 6e République? Ça, oui, on l'a déjà dit. Oui, je le dis. Oui, bien sûr qu'on est profondément pour une République différente, davantage parlementaire, et je pense que ça réveillerait un peu la démocratie, parce que là, l'inconvénient de tout ce que j'ai dit, c'est que ça peut aussi donner un sentiment très vain, c'est-à-dire que tout ça, c'est des petites luttes individuelles, des postures des uns et des autres pour exister dans le débat médiatique, pour favoriser ou pas d'ailleurs leur candidature à la présidentielle et le choix et leur positionnement à l'intérieur de leur mouvement. Donc je crois que oui, là aussi je crois qu'on est un petit peu au bout quand même. Hein. Ça commence à fatiguer tout le monde, en tout cas je le constate moi, y compris pour nos sujets. C'est-à-dire que nous on va faire une primaire, on l'a dit, mais même nos propres militants, même pas nos sympathisants, ils ont qu'une hâte, c'est qu'on en sorte et puis qu'on soit en capacité de travailler, de présenter un projet, mais le côté, j'allais dire, petite concurrence interne, ça fatigue tout le monde, quoi. Et quelles seraient les alliances que feraient les écologistes dans cette campagne présidentielle ? Dans la campagne présidentielle, si on a ou plus probablement une candidate, on soutiendra notre candidate. On ne fera pas d'alliance lors de la campagne présidentielle. Au 2e tour, il n'y a pas vraiment de suspense sur le fait que on ne soutiendra pas Nicolas Sarkozy, si tant est qu'il soit au 2e tour. Mais je l'ai dit, il n'y a pas d'automaticité sur le soutien à un autre candidat. Il y aura une discussion et la possibilité, sur la base d'un certain nombre d'engagements, de soutenir un candidat qui s'opposerait à Nicolas Sarkozy. Très bien. Sinon, pour les élections présidentielles, Marine Le Pen vient d'être élue à la présidence du FN. Est-ce que vous croyez à la possibilité d'un 2e 21 avril ? D'abord, moi, je ne suis pas dans la foi, dans la politique. Je suis dans l'action. Et je pense que... Non, mais est-ce que vous pensez ça possible ? Tout est toujours possible. Après, il faut qu'on se donne les moyens de ne pas le faire. Donc vous allez me dire, oui, mais Daniel Cohn-Bendit, il a dit que... Non, c'est pas la ligne suivante. Non. Ah. Parce que c'est pour ça que je suis une actrice de la vie politique. C'est justement pour pas que ça arrive. Je fais partie des gens qui ont vécu le 21 avril 2002 et qui l'oublieront jamais. Mais si je suis là et si justement je me suis engagée pour l'écologie, c'est parce que je crois qu'il faut répondre au projet. Il faut proposer autre chose. Il faut proposer des solutions. Il faut pas justement être dans le commentaire ou dans est-ce qu'on verrait. Non, je ferai tout pour que ça n'arrive pas. Et tout pour que ça n'arrive pas, c'est être capable de démonter le discours du Front National et de Madame Le Pen et de dire les choses telles qu'elles sont. C'est-à-dire que c'est finalement pas un ravalement de façade. C'est simplement la poursuite d'un projet qui est un projet qui, pour le coup, trouve ses racines à la fois dans l'exclusion d'une partie de la population et dans le remplacement des solutions sur les l'apport de solutions aux problèmes qu'on doit affronter, tant sur le plan économique que social, par un discours de stigmatisation où on trouve des coupables. C'est-à-dire qu'il n'y a pas à trouver des solutions, il faut éliminer les coupables, et quand on aura éliminé les coupables, alors il n'y aura plus de problème. Voilà, c'est ça la rhétorique du Front National, elle n'est pas nouvelle, elle se poursuit. Maintenant, le 2e niveau, c'est de dire la solution, c'est la nation contre le reste de l'Europe et du monde. Voilà, finalement c'est assez vide. Et d'ailleurs, on a vu, c'est intéressant parce qu'on n'est plus dans la période des années 80-90. On a vu le Front National en situation de gestion dans plusieurs municipalités, ça s'est toujours écroulé. Parce que la logique, c'est quand même une logique, d'ailleurs c'est la logique du Front National, c'est pas anecdotique que ce soit la fille de son père qui reprenne la boutique, c'est une petite entreprise familiale, les dons sont dans une association de financement dont le président est toujours Jean-Marie Le Pen, qui s'exprime beaucoup au nom du peuple. Vous avez vu Madame Le Pen sur le terrain à Hénin-Beaumont, elle habite pas à Hénin-Beaumont, hein. Madame Le Pen, elle habite dans une sorte de château à Saint-Cloud, elle a été élevée là-dedans et ça fonctionne et ils ont beaucoup bénéficié d'une vie extrêmement confortable
en se finançant de fait par la politique. Donc, faut être aussi très lucide sur la mécanique du Front National. Et je pense que la mécanique du Front National, sa constitution, son projet, est lui-même très fragile finalement. Et donc, il faut pas en avoir peur. Il faut l'affronter sereinement, mais dans un cadre démocratique. Alors maintenant, on va passer. Alors en France, on a eu au niveau de la sécurité, quelles sont les réformes que vous pouvez Ah non, on va passer au trivial poursuite. Bon bah d'accord. Donc alors voilà, il y a 4 thèmes. Attendez, je le lance. Oups, excusez-moi, parce que c'était pas prévu. Il y a 4 thèmes et donc vous allez choisir. Et vous aurez pour chaque thème une question. Ce sera ça clôturera cette partie du débat et on passera juste après à la partie question du public. Question verte. C'est le bazar. Excusez-moi. Ça marche pas. Excusez-moi donc. Alors la question énergie en fait. Alors vous y avez déjà répondu en fait. Je suis très très fort. Exactement. Donc quelle est la part du nucléaire dans l'énergie française 80% dans la production énergétique. Ouais, finesse. Moi c'est vraiment n'importe quoi. Bon. C'est quoi le truc ça Oups. Vraiment désolé. Donc la deuxième choix de question. Rouge. Politique. Mais il y a un problème. Je suis désolé. Le truc qui bug. Le déficit de la. Vous voulez que. Ouais bah allez-y hein. Ah. C'est ce genre de. Comme je suis pas sûre de la réponse, je vais pas vous la dire. C'est exactement la logique que j'ai dit tout à l'heure. Je suis pas sûre de vous donner une réponse qui serait juste. Donc je déteste prendre le risque. Très bien. Bon, Principe de précaution. En plus vous filmez, donc je sais qu'il restera que ça de 1h30 devant vous. Non, bon, vous pouvez dire Cécile Duflot ne peut pas dire de tête le déficit de la France en ce moment. Le nom du président algérien, je peux. Enfin, ça dépend des minutes. Hein. D'ailleurs, je peux pas parce qu'au moment où je vous parle, je suis même pas sûre que le président de l'Assemblée nationale, qui est actuellement le président de la Tunisie, en attendant une nouvelle élection, est encore président puisque il y a Algérien. Oh, pardon. Excusez-moi. Je pense qu'à. Je ne comprenais pas. Je croyais qu'il y avait une révolution en Algérie à la minute. Et t'en viens à. Non, peut-être en Libye d'abord. Nouvelle. Si je ne me trompe pas, c'est Bouteflika. Ouais, vous ne vous trompez pas. Donc voilà. Donc, si vous pouvez tenter de répondre à la dernière question ou la passer. C'est quoi la dernière question C'est qui. Bon, bah voilà. Bon, ben, passons aux questions du public. Qui veut poser une question. Et vous pouvez me donner la réponse sur le déficit de la France 150 milliards d'euros. 150 milliards d'euros. Ouais, c'est bien que j'ai pas répondu. J'aurais dit 100, je déteste être gentil avec ce gouvernement. Bonsoir. Les autorités chinoises et brésiliennes sont condamnées pour qu'ils causent beaucoup de pollution par les États du Nord, disons. Et il répond, nous devons nous développer, nous allons polluer comme vous avez fait. Quelle est la réponse des écologistes et de la France ? Je l'ai dit un peu tout à l'heure. D'abord, il faut effectivement qu'on assume le fait qu'on a ce que nous appelons une dette écologique. C'est-à-dire que nous n'aurions pas ce niveau de vie, ce niveau de production si nous n'avions pas utilisé les ressources des pays du Sud notamment et si nous n'avions pas contribué à engager un véritable dérèglement climatique. Donc oui, d'abord, on a une responsabilité et donc on doit
s'organiser et participer à aider les pays du Sud. Je l'ai dit tout à l'heure sur le financement et l'aide à la transition énergétique, ça passe notamment par des transferts de technologie, ça passe par le fait d'apporter des financements qui ne soient pas uniquement préemptés sur l'aide au développement, ce qu'on fait aujourd'hui, mais ça passe aussi, et je pense que là, c'est là où je parlais tout à l'heure de la Chine, c'est intéressant, c'est-à-dire que je crois que les Chinois ne sont pas sur une position aussi caricaturale que ce qu'on peut croire. Je l'ai dit, ils sont bien en avance sur un certain nombre de technologies. Ils ont aussi compris que le système était pour une part intenable, et je l'ai lu hier, le classement de Greenpeace sur le bilan environnemental de tous les micro-ordinateurs. Il se trouve que ceux qui ont un impact environnemental le plus faible, ce sont aujourd'hui les micro-ordinateurs chinois, et c'est les Apple qui sont les moins bons. Donc on n'est pas dans une vision binaire, et je pourrais le dire de manière très brutale, je pense que le régime chinois est comparable et dans des proportions qui sont beaucoup plus importantes à ce qui se passait en Tunisie jusqu'à il y a quelques jours. Donc je peux mettre en cause l'organisation du régime politique chinois qui est extrêmement brutale, et en même temps considérer que sur ces questions économiques, les choses bougent plus vite. Au Brésil, c'est plus complexe, parce que il y a aujourd'hui, et donc ça s'est vu lors des dernières élections présidentielles, notre candidate écologiste soutenue par les Verts brésiliens a obtenu 19% des voix. Donc il y a quand même une mise en cause d'une logique de gaspillage qui s'est mis en place au Brésil, et de croissance du PIB, mais pour lequel le prix est trop important. Vous avez sans doute entendu parler des catastrophes qui sont survenues et des coulées de boue qui ont provoqué plusieurs centaines de morts. C'est aussi le résultat de la concentration urbaine et de la construction anarchique sur des zones qui sont des zones fragiles et qui sont des zones qui étaient vulnérables et dont on pouvait savoir qu'il pouvait y avoir un risque très important. Donc je crois qu'au Brésil, le débat politique est intéressant justement sur comment on n'hypothèque pas l'avenir de l'ensemble de la population en mettant des choses extrêmement rapides et en utilisant pour le développement entre guillemets du pays l'ensemble de ses ressources naturelles trop vite. Donc je crois que sur ces questions-là, je le disais, c'est intéressant de faire confiance aux populations elles-mêmes. Je pense que la société civile brésilienne, je pense que la démocratie brésilienne qui est vivante, elle est capable de produire justement une réflexion et des solutions alternatives, sans avoir besoin qu'on leur donne des leçons. Une deuxième question. Il y en a une tout là-bas. Bonsoir. Le terme écologie se rapporterait plutôt à une logique long-termiste. J'aimerais savoir si vous craignez pas que l'opinion publique vous perçoive comme déphasé d'une réalité plus prosaïque des gens. Alors, d'abord, moi, je sais que c'est très difficile de dire, voilà, les solutions qu'on porte, c'est des solutions qui vont pas avoir une efficacité dans les 3 mois. Et ce qu'on défend, c'est des choses qui, sans doute, nous conduiront sur certains sujets et pour certains à des efforts sur le court terme, mais qui ont vocation à être utiles, voire constructives, et à favoriser un mieux-être sur le moyen et sur le long terme. Et donc on pourrait se dire, oui, mais de toute façon, ça, les gens, ils s'en foutent. Ce qu'ils veulent, c'est savoir ce qu'ils auront le mois prochain. Je suis pas si sûre. D'abord parce que moi, en tant que politique, en tant que démocrate, je fais le pari de l'intelligence des citoyens et pas de les considérer comme des cons. C'est ma grande différence avec Georges Frey. Je suis pas sûre que prendre les gens pour des cons, ce soit ni souhaitable ni finalement utile. Et aussi nourri de mon expérience. Moi, je peux vous dire que justement, vous parliez tout à l'heure de la taxe carbone. J'ai eu des débats épique sur ce sujet-là, justement avec les salariés de Continental. Je ne sais pas si vous vous souvenez, cette usine qui avait accepté de passer aux 40 heures et qui ensuite a été fermée. Et donc, du coup, il y avait des grandes manifestations à Compiègne, sous la neige, en plein hiver, et on discutait avec les salariés sur ces sujets-là. Et donc, c'était pas du tout sur l'immédiat. Ils parlaient bien de ces questions, de savoir qu'est-ce que ça produisait à moyen long terme. Et donc, plusieurs fois, j'ai pu constater quand même que ce qu'on disait de l'opinion publique sur le fait que ça l'intéressait pas ces débats, de savoir la planète qu'ils laisseraient à leurs enfants et leurs petits-enfants, c'était pas vrai. Voilà. Et je dis pas que c'est facile, c'est sans doute bien plus facile de dire demain on rase gratis, mais je crois aussi qu'on peut aussi avoir une crédibilité quand on dit les choses de la manière la plus nette, pas la plus déprimante non plus. Faut pas. Enfin voilà, je dis pas que les écologistes
nous condamnent et vont nous condamner tous à une vie déprimante où on prend des douches dans le noir en éteignant la lumière, comme dirait Eva Joly. C'est pas ça, mais simplement c'est effectivement pas la poursuite du toujours plus qu'on connaît aujourd'hui, qui finalement pour une grande partie des gens est beaucoup moins d'ailleurs. La question suivante est là-bas. Bonjour. Alors, on a beaucoup entendu parler ces derniers temps du scandale qu'a fait Wikileaks, qui a fait la une de tous nos journaux, et qui a donc relancé le débat de est-ce qu'il faut tout dire, est-ce que l'on peut tout dire. Donc j'aurais aimé justement savoir quelle est votre position sur la question. Est-ce que il est souhaitable de tout dire? Est-ce qu'il est possible de tout dire? Voilà. En fait, ce qui est intéressant, c'est que Wikileaks, contrairement à ce qu'on dit, a pris les choses avec beaucoup de responsabilité. C'est-à-dire qu'ils ont fourni une grande partie des documents à des journalistes et que les journalistes ont fait le travail qui est le leur, c'est-à-dire de pouvoir identifier la source de l'intervention des documents, de juger la manière dont ils le communiquent, pas de façon brute. Enfin, ils ont fait leur travail de journaliste. Pas toujours de manière, d'ailleurs... C'est intéressant de voir les autocensures, hein, de voir ce qui est publié en Espagne et qui concerne la France et qui n'est pas publié en France. Moi, je pense qu'il n'est pas forcément souhaitable de tout dire tout le temps, mais c'est pas ça le débat de Wikileaks. C'est est-ce qu'il est souhaitable de cacher des mensonges? C'est ça le vrai sujet. C'est pas de savoir si l'ambassadeur des États-Unis raconte les potins de la vie d'une chanteuse femme de président de la République. C'est de savoir si oui ou non, par exemple, on a complètement truandé les rapports pour justifier l'intervention en Irak. C'est de savoir si oui ou non, on savait ce qui se passait en Tunisie et qu'on a été plus que complaisant quand on disait que la situation des droits de l'homme s'est améliorée. Quand le président de la République disait ça, c'était un mensonge. Voilà. Et quand on avait les informations pour dire que près de 50% de l'activité économique tunisienne était dans les mains de Ben Ali et de son clan et de sa famille. Voilà. Donc la question, c'est de savoir est-ce que oui ou non, ce qui est délibérément caché et ce qui est fait l'objet d'un mensonge vis-à-vis des citoyens doit être rendu public. Et ma réponse est oui, je pense que c'est très sain. Après, il reste toujours des zones d'ombre, mais je me souviens avoir entendu le directeur du Canard enchaîné qui expliquait qu'il freinait les choses. Parce qu'ils n'empêchaient pas tout, mais qu'ils freinaient un certain nombre de choses. Parce que voilà, enfin, ils m'empêcheront pas de partir en vacances où je veux, mais... la démocratie, c'est ça, c'est manier le fait de rendre publiques les informations, mais en tout cas de ne pas participer au secret, parce que ce qui est certain, c'est qu'entre les deux, c'est le secret qui permet de couvrir les plus grands scandales. Voilà. Il y a des choses qui résistent beaucoup moins bien à la lumière. Une dernière question. Bonjour, moi je suis étudiante en fait au master énergie finance carbone de Dauphine et on a pu suivre aussi les négociations de la COP16 de Cancun et moi j'aimerais vraiment connaître votre position sur les mécanismes de finance de marché appliqués à tous les projets CDM et RED+, sur la déforestation. Tout ce qui est finance carbone à côté de la taxe carbone, justement. Alors, il y a une vraie question qui se pose et qui s'est posée à Nagoya sur la question de la biodiversité. C'est est-ce qu'on peut tout chiffrer? C'est-à-dire, est-ce que la solution pour résoudre les crises environnementales, c'est chiffrer et donner une valeur et un prix et donc de pouvoir échanger, créer un marché et chiffrer cher si nécessaire. J'ai un problème sans doute philosophique avec cette question, c'est que je pense qu'on doit être capable de considérer qu'il y a des biens communs de l'humanité, comme l'est la biodiversité, comme l'est l'air qu'on respire, qui ne doivent pas rentrer uniquement dans une logique de marché avec les dangers que ça représente. Est-ce que ça peut être à court terme efficace et utile dans certains cas? Sans doute ça peut l'être, mais je ne pense pas que ça doit être la règle de base et la règle et la solution permanente. Je pense qu'il faut qu'on puisse affirmer, y compris au niveau international, y compris dans le cadre d'une communauté internationale qui reste à construire, que nous avons des biens communs, que nous avons un avenir commun, que nous avons une planète et que tout ne s'achète pas et ne se vend pas. Voilà. Mais on est plus dans un débat philosophique que d'efficacité. La pragmatique que je suis peut se dire que de temps en temps, il peut y avoir la nécessité, vis-à-vis de certains pays, par exemple, de pouvoir compenser réellement le refus de la déforestation, par exemple. Et voilà, mais je dis qu'il est important de se poser le débat philosophique avant de considérer que c'est la solution idéale, parce que sinon on passe à côté d'un pan de réflexion sur notre avenir. Voilà. Ouais, on va encore en donner une dernière question, finalement, une de plus. C'est bon.
bon. Ouais, je suis attendue à un moment important qui est le rassemblement qui dit que c'est une grosse erreur que d'avoir empêché qu'un débat ait lieu à l'école nationale, à l'école normale supérieure autour de Stéphane Hessel. Donc c'est pour ça que je dois partir dans pas trop longtemps. C'est pas parce que je m'ennuie avec vous. D'accord, très bien, merci. Donc bonsoir, donc Sylvain Lassonde aussi du même master. J'avais une question, c'était suite à la conférence de Cancun où il n'y a pas eu d'accord pour une suite du protocole de Kyoto dont son engagement se termine en 2012. Aujourd'hui, seule l'Union européenne a réellement pris des engagements si d'autres qu'elle pourrait aller au-delà si d'autres États faisaient pareil. L'Union européenne représente aujourd'hui très peu d'émissions de gaz à effet de serre, c'est un peu plus de 5% des gaz à effet de serre d'un point de vue mondial. Donc, selon vous, quelles sont les évolutions possibles êtes-vous optimiste ou pas par rapport à l'après-Kyoto, quand on sait que les États-Unis, la Chine, les plus gros pollueurs aujourd'hui Rationnellement, on ne peut pas être très optimiste si on a suivi les négociations de Copenhague à Cancun, on a quand même, on allait de déconvenu en déconvenu, même si Cancun était un peu moins pire que ce qu'on aurait pu prévoir. Voilà, on aurait pu enterrer Kyoto à Cancun. Le protocole est sous respirateur artificiel, mais ça, on n'est pas du tout dans une situation positive. Donc, lucidement, on peut dire que les choses sont effectivement pas très bien engagées. Mais politiquement et pragmatiquement, je me dis que c'est impossible qu'il n'y ait pas un sursaut. Voilà, je le dis avec sans doute un peu de simplicité, mais on est tous embarqués sur une même planète pour laquelle les conséquences du dérèglement climatique sont peu évaluables finalement. On sait qu'il y a un danger, mais on ne sait pas exactement lequel il est. Et donc peut-être que les choses se passeront de manière pas trop grave, mais la probabilité est très très faible. La probabilité la plus importante, c'est quand même une situation de grande fragilité de la vie sur la planète. Voilà, et c'est dire ça, c'est pas faire du catastrophisme, c'est justement faire tout le contraire. Parce que du catastrophisme, c'est dire ah là 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 là, on va vers la catastrophe, on va tous mourir, on va tous mourir. Dire on veut agir, et il est encore temps d'agir, et c'est très compliqué, mais c'est pour ça qu'il faut que tout le monde se bouge. C'est le contraire d'être catastrophiste. C'est là être lucide. Et donc, je ne peux pas ne pas imaginer un sursaut. Et d'ailleurs, le changement de position de la Chine est pas inintéressant. La Chine a dit qu'elle était prête à prendre des accords de manière unilatérale, à prendre des engagements de manière unilatérale. Donc, je crois qu'il y a un vrai sujet, c'est faire bouger les États-Unis. Mais je pense que pour ça, il faut que y compris l'Union européenne, qui effectivement a fait un certain nombre d'efforts et qui n'est pas une part très importante, soit encore plus volontariste, c'est-à-dire que la différence puisse apparaître plus criante. Et puis l'autre élément, c'est, mais ça fera le lien avec ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est le lien avec les pays du Sud. C'est une évidence, c'est-à-dire que bien sûr que maintenant on a fait beaucoup d'efforts sur la réduction de nos émissions, mais ce qu'il faut faire, c'est aider les pays du Sud à la fois à pouvoir améliorer leur indice de développement humain et à donner les moyens de vivre confortablement à leurs habitants, mais sans engager les mêmes, sans faire les mêmes erreurs qu'on a pu faire. Voilà. Donc là-dessus, l'Union européenne peut être quand même très utile, très motrice et avec des moyens. Bon, eh bien, merci beaucoup, Mme Duflo, d'être venue à Dauphine. Et il faut qu'on remercie aussi notre sponsor, LCL, sans qui ce débat n'aurait pas eu lieu. Waouh! Merci de votre invitation. Continuez de réfléchir. Puis si ces sujets-là vous intéressent, je vous invite, si le sujet de base, je vous invite à lire un certain nombre de choses, dont pour tous ceux qui sont intéressés sur l'écologie politique et son rapport au capitalisme, à lire André Gors. Il est mort il y a quelques années maintenant, mais il a écrit plusieurs ouvrages qui sont lumineux. Et je vous assure, je suis sûre que le lendemain du jour où vous avez fini le bouquin, vous adhérez peut-être à Europe Écologie Les Verts, mais en tout cas vous êtes convaincus.